le temps de mieux se préparer. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau de ton côté, Eric? Comment ça se passe? Ouais, ça va, ça se passe bien. On approfondit, si tu veux, on améliore les solutions que nous avons déjà. C'est ça? C'est ça, ouais. Pour, pour que quand même on ait un produit quand même aussi, je vais dire acceptable et puis au niveau sécuritaire avec toutes les informations qu'on reçoit, tout. Donc, Mm. ouais, c'est ça. Donc, 2026, la e-santé pour toi, c'est comment? 2026, ben, si tu veux, pour moi, c'est l'année de... Ah, quel est le thème exact? Ah, je sais pas comment, c'est le mot exact, je cherche. Ben, en fait, d'une façon de dire, ben, c'est pour dire la solution que nous avons, elle répond à un besoin. Mais il y a un thème exact pour ça que j'ai oublié. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Je pense que ça va te revenir au fur et à mesure. Oui, quand ça va me venir, c'est ça, je vais le dire. D'accord, d'accord, il n'y a aucun problème. Alors, Ardine, comment tu vas? Bon, si Eric parle, c'est que Ardine peut parler parce que ça sous-entend que ils sont sur le même fuseau, donc on n'a pas de problème. Oui. Bonjour à tous. Corinne, ça va? Ça va, oui. Ça va. Et de ton côté? Ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Dieu fait grâce, c'est cool. Mm. Alors, moi, je suis là, j'ai repris, on Mhm. reprend. C'est sûr qu'on avait pas mal de choses qui ont mis du retard, mais Mhm. bon, mieux vaut tard que jamais. Je suis heureuse de retrouver ma communauté, que 2026 soit une année pour tout le monde, parce que c'est vraiment l'une de nos premières, ça fait la deuxième, parce qu'il y a eu celui avec l'ordre de médecin, mais bon, on va Mhm. supposer que c'est une première session. Si, si. Mais c'est bien que c'est repris parce que on se demandait pourquoi est-ce qu'on était. Bon, on se demandait pas. Enfin, on savait Pourquoi qu'on est-ce était qu'on en était pause. en pause? Je pense que la pause était prolongée. Oui, non, en fait, il y avait des petits soucis au bureau à gérer. Tu sais, à un moment donné, c'est sûr qu'on mène des activités pour la communauté. Si, si. C'est vraiment du bénévolat, tout ce qu'on fait. Bien sûr. Mais à côté de ça, tu vois, ce serait pas un bel exemple également que nos activités en prennent un coup. Si, si. Donc, il fallait que j'arrive à pouvoir bien canaliser, gérer les choses. Il faut montrer l'exemple pour être crédible après, c'est ça? Voilà, tu vois. Donc, c'était important de pouvoir le faire. Donc, comme je le disais, il fallait. Ouais, c'est bien. C'est Il bien. fallait, il fallait, il fallait. Et Bien. donc, on a pris le temps de venir. Et je pense que cette fois-ci, il y a de belles Ouais, c'est tout. perspectives. Tout le monde est là. Et Ok. j'espère qu'on sera là encore avec une communauté aussi forte, une santé beaucoup plus, on va dire beaucoup plus, quelle expression je peux donner? Impactante. Impactante surtout. Voilà, on peut dire ça. Une communauté beaucoup plus impactante. Je pense que c'est l'expression qui, Ouais. voilà. Donc, C'est sinon, bien. En tout cas, on est là. On est là pour ça, hein, pour que on fasse au moins avancer les choses. c'est ça. Donc, c'est bien. Donc, moi, je te repose la question, en fait. Celle que tu as posée tout à l'heure, c'est Hugues, c'est ça? Non, pas Hugues, c'est Hugues. Eric, Eric. Bon, pour toi, quel est le e-santé, fin 2026? On parle de quoi? On se dirige vers où? Quels sont les challenges? mais là, si je te dis ça, je te prépare en même temps à tout ce que je prépare pour l'année 2026 pour la communauté. Et au moins, je serai déjà en pré, comment dire ça? D'accord. Mais en 2026, pour moi, la e-santé, c'est surtout communauté, c'est Mhm. surtout souveraineté des données. Voilà. Mhm. C'est ce que je peux te dire déjà. Et surtout consortium. Parce que ça, si je ne dis pas, Hichem va me Mhm. taper dessus. Surtout ça. Ok. Parce que faut qu'on arrête de partir en silo si c'est un projet, qu'on puisse partir ensemble parce qu'on a tous le même objectif, hein. On veut impacter, on veut apporter quelque chose de nouveau dans la communauté, on veut avoir des solutions qui impactent aussi les communautés dans les endroits les plus reculés. Ça, c'est important aussi. Donc, donc je pense que pour moi,
c'est déjà bon. Il y a des C'est déjà programmes en bon. Côte d'Ivoire qui ont déjà impulsé et je Uh-huh. pense que c'est pour ça qu'on a choisi ce thème. Et puis, je pense que celui qui va intervenir aujourd'hui intervient Uh-huh. parce qu'il a expérimenté quelque chose dans ces jours-ci D'accord. avec la communauté. Et bon, je pense qu'on va Ok. pas. D'accord. Maintenant, Je le vois, il est déjà là. Il il est déjà attend que prêt. je J'ai une dise qu'on question. démarre. J'ai encore une question, si tu me le permets, Dis-moi. qui est un peu sensible. Si je Et peux, je vais écouter. on entend souvent, en fait, oui, par rapport aux Américains, bon, si tu n'as pas le droit de me J'entends pas répondre, tu bien, me le c'est un dis, peu c'est pas un coupé. problème. Hein. C'est un peu coupé, j'entends pas Et par bien. rapport, en fait, euh, excuse-moi, tu m'entends là? Oui, Allô? oui, je Donc, je t'entends. disais, en fait, la question est un peu sensible, mais si tu peux pas la répondre, tu me dis, c'est pas un problème. Donc, c'est par rapport, en fait, au deal que les Américains sont en train de signer avec les pays africains en général sur le Mhm. partage des données de santé de la population. De la population. T'as entendu D'accord. parler? Où il y a déjà quelques pays qui ont refusé, en fait. Dont je crois J'ai le Ghana a entendu refusé. parler, mais j'ai Voilà. entendu parler, mais la Mhm. Côte d'Ivoire ne s'inscrit pas D'accord. dedans. J'ai entendu Et- parler. euh, Mhm. je pense que c'est ce que je disais. On est dans le cas on est en train de parler de souveraineté des données un peu Ah partout. oui, Tous les pays parlent de justement. souveraineté des données. Et je pense que tous les pays, c'est pour ça que je dis que 2026, en fait, on va beaucoup parler de souveraineté, on va beaucoup parler de communauté. Ça va permettre de mettre, on va dire, chaque, chaque citoyen dans son environnement, mais aussi de pouvoir conjuguer avec l'écosystème en général, mais surtout avec nos États, qu'on soit public, privé surtout. Je pense que ça va nous demander, parce que si on parle de données, on parle de santé publique, on parle de tout le monde, Mhm. tu vois. Et donc, je crois honnêtement que on est en train de partir vers quelque chose où on va dire, il y a un mot que j'aime bien dire, c'est dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que les données africaines sont très importantes, mais Oui, en même temps, hum, on doit pouvoir mettre autour toute la sécurité, si, si. tout l'environnement. Donc, je ne sais pas ce qui se lie avec les Américains. Oui, j'ai entendu des rumeurs, mais je ne crois pas. Je ne crois pas parce que moi, je sais que je tourne un peu ça et là dans certains endroits au sein du ministère, mais non, il n'est pas question. Il y a une question de ce que pour la Côte d'Ivoire, les données de santé soient Oui, obligées hébergées en Côte d'Ivoire, garantir la sécurité ok, des données ivoiriennes. Il n'a pas ok. été question de pouvoir partager les données avec qui que ce soit. Et c'est pour cela que je crois que la Côte d'Ivoire est en train de se doter pour ne Mhm. pas dire à commencer à se doter même, voilà, de son data center pour pouvoir stocker toutes les données et toutes les entreprises, toutes les startups qui Mhm. aujourd'hui auront des solutions de santé seront Mhm. bien évidemment, vont bien évidemment loger leurs données là. Vraiment, c'est pouvoir dans. D'accord. Donc aujourd'hui, ça fait partie des priorités en termes de santé. Et Ok. de, voilà. C'est très Ok, cool. intéressant. Merci. Merci. Franchement, c'est très intéressant. Et la question et la réponse, qui amène d'autres questions d'ailleurs. Mais vraiment super intéressant. Et justement, le fait d'approcher cette question-là en consortium, c'est important. On discute Ouais. avec des acteurs des data centers. Mhm. La souveraineté, encore faut-il en avoir les moyens. Et c'est pour ça qu'il faut y aller avec beaucoup d'humilité, mais beaucoup de réalisme. Exactement. Effectivement, il y a des accords actuellement qui sont en cours en plus, c'est beaucoup de choses qui se passent en coulisses. C'est-à-dire que les populations ne sont même pas, ils sont même pas au courant. Donc, en gros, c'est pour ça que la question d'Ardine est très très pertinente parce que souvent sur ces sujets-là, en fait, on n'est pas au courant. Les gens ne sont pas au courant des discussions, ils sont au courant des décisions parce que c'est tellement politique et les gens ne sont pas assez sensibilisés là-dessus. Et c'est un enjeu majeur. En réalité, les données africaines, elles sont déjà aux États-Unis depuis longtemps. Hein. Dès qu'on utilise un CAPTCHA, etc., tout ça, c'est déjà aux États-Unis. Par Oui. contre, avec la nouvelle tendance du leadership, de la souveraineté, ben, on dit, bon, avant qu'ils soient suffisamment matures, on va les verrouiller avec des accords pour profiter des données africaines.
Et donc, il y a des pays qui sont en train de vendre à vil prix ou à bas prix, entre guillemets, brader les données de leur propre population. Ouais. Et en plus, ils vont même pas en bénéficier. Ils vont avoir enfin bref, ils vont avoir des petits chèques ou des petits tickets resto. Mais par contre, en ayant une approche consortium, agile, et en y allant à la fois sur la partie infrastructure, mais aussi sur la partie formation, là, on peut faire quelque chose d'intéressant. C'est pour ça que même dans le cadre de Chronix et tout ça, un des sujets majeurs au niveau, même quand je suis intervenu à Alger il n'y a pas longtemps, ce qu'on m'a dit quel est l'enjeu de l'IA et de la deep tech dans la santé dans les années qui viennent, je dis pour moi, c'est l'appropriation. L'appropriation par Excellent. les écosystèmes, par les parties prenantes des solutions, parce que l'innovation en santé, c'est super, mais en réalité, la grande majorité des solutions IT dans le domaine de la santé ne sont pas utilisées, pas bien Mm. utilisées dans le monde entier. C'est un vrai sujet. Et on a des hôpitaux entre 500 à 1000 applications. La PHP, on en a 1300, sachant que la plupart Mm. ne sont pas mises beaucoup ne sont pas mises à jour, pas bien utilisées, les gens ne sont pas formés, ça donne des angles morts, des enjeux de cybersécurité et de souveraineté. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en Côte d'Ivoire, il y a vraiment des belles choses à faire. Il y a un dynamisme dans l'écosystème et ça peut être vraiment un modèle qui peut inspirer les autres écosystèmes africains. Mais en tout cas, dans plusieurs pays africains, il y a ce sujet de la souveraineté de la donnée africaine et de travailler vraiment sur la construction d'un écosystème fort. Donc, il y a aussi l'enjeu du transfert de compétences aussi sur les acteurs de l'infra qui peuvent être des gros acteurs, mais vraiment ne pas négocier, enfin, ne pas accepter qu'il n'y ait pas de transfert de compétences lorsque les compétences ne sont pas encore disponibles sur le territoire. C'est ça. C'est ça. C'est ça. En tout cas, je pense que le décor est déjà planté. Le décor est déjà planté pour la session du jour, je pense, parce que c'est justement pour ça qu'il faut compter avec toutes nos communautés. C'est pour ça qu'il faut avoir on va dire un écosystème ou une e-santé inclusive, si je peux me permettre d'utiliser cette expression, dans laquelle tout le monde va se retrouver, dans laquelle on va pouvoir profiter, on va dire, de tout ce qu'on a comme solution. Mais ça va peut-être nous amener à avoir des solutions made in local aussi, n'est-ce pas? Alors, Salima, j'espère que tu vas bien. Bonjour. Oui, oui, bonjour, bonjour à tous. Je suis Trop très contente contente de t'avoir. également, Corinne. Enfin, on se retrouve. Très contente d'écouter Hichem aussi. Et ben, Ouais. alors, un petit coucou à tous, bien sûr. Et ben, je Salam, rappelle coucou. alors, bonjour Hichem, comment vas-tu? Très J'espère que très tout le bien. monde Et va toi, tu vas bien? bien. Si ça va, ben, Ça j'ai fait écouté plaisir. également. J'ai écouté avec attention ton intervention parce que, comme on dit, les grands esprits se rejoignent parce que nous aussi, nous sommes dans cette réflexion de protection des données, justement, Mm. voilà, d'échange de données entre Africains, de collaboration. Et il est grand temps que tous les pays africains prennent conscience de l'importance des données, de la souveraineté et de la protection de leurs données. C'est ça. Comme disait Hicham à juste titre, je pense que beaucoup ne réalisent pas encore l'importance et peut-être comme ça, ils sont amenés à des négociations de guillemets qui ne sont pas peut-être à leur profit. Peut-être qu'ils ne voient pas ça à long terme, mais vous savez, vous, en tant que manager, quand on a des visions toujours à long terme, on ne se limite pas à court terme parce que malheureusement, le vrai se cache bien plus tard et se révèle bien plus tard. Et voilà. Donc, il faut avoir cette vision, comme on dit Afrique 2035, entre autres et tout. Donc, il faut vraiment qu'on travaille ensemble. J'ai bien aimé le terme consortium. Alors, je te le prends, Corinne, et je l'utilise à mon tour parce qu'il est vraiment juste à propos. Et voilà. Donc, ben, j'espère le meilleur pour cette nouvelle saison. Heureuse d'être parmi vous. Je fais un grand coucou à tous. Et voilà, ben, je vous dis, j'attends la suite, quoi. Voilà. D'accord. Salut, merci. Salima, merci de te retrouver. Ça fait vraiment plaisir. Salut Antoinette, je ne t'ai pas oublié. Je pense que tu seras heureuse de voir ce que j'ai prévu pour toi demain matin. Salut Antoinette, j'espère que tu vas bien depuis ta position. Euh, qui d'autre est là? Je vois Elvis qui est là. Bonjour à toi. Et je pense qu'on ne va pas traîner. On va démarrer dans 2 minutes. On a pris du retard juste pour laisser que tout le monde, majorité des personnes puissent se connecter. Et je pense que vous l'avez peut-être deviné. On sait qui va intervenir aujourd'hui. Ce ne serait pas moi, en tout cas, qui va me faire l'honneur de parler de solutions e-santé communautaire. Et puis, en même temps, c'est l'occasion de dire que si on a des solutions à présenter pendant les sessions, il ne faut pas hésiter.
ou encore si on a des thématiques. Donc, c'est dire qu'on peut organiser des masterclass comme on le fait, comme on l'a fait les autres fois, pour pouvoir justement échanger avec toute la communauté. Alors, je pense que on va déjà démarrer. Et pour démarrer, je vais rappeler certains objectifs. L'objectif de nos sessions éco, c'est de favoriser le partage d'expériences, c'est d'analyser ensemble des cas critiques, comme on l'a toujours fait, identifier des défis, des opportunités, des pistes d'amélioration, promouvoir la collaboration entre différents acteurs, parce qu'entre nous ici, il y a des médecins, il y a des chercheurs, il y a des professeurs, il y a des entrepreneurs, il y a des personnes qui n'ont rien à voir avec la santé. Il y a des infirmiers, des infirmières, des agents de laboratoire. Tout le monde est réuni sur cette plateforme. Donc, vraiment renforcer cette capacité autour une approche santé numérique. Alors, les consignes pour les participants, vraiment l'élément clé pendant toutes nos sessions éco, et je crois que tous ceux qui sont là depuis toujours su, c'est la bienveillance. Vraiment la bienveillance. Donc, ce que je peux dire, c'est merci de garder vos micros coupés lorsque vous ne prenez pas la parole. Nous vous encourageons fortement à être très interactifs au moment où on le demandera, on va dire ça. Vous pouvez poser des questions dans le chat ou bien même lever la main. Merci de respecter le temps de parole de chacun. On encourage quand même les échanges, et ça, j'insiste encore, avec bienveillance, de façon constructive et assez professionnelle. Et lorsqu'on prend la parole, vraiment, pour qu'on puisse vraiment savoir quels sont ceux qui sont là généralement. Une petite présentation brève, nom, structure et pays dans lequel on intervient. Et cette session pourra comporter par moments des échanges, des questions, répondre des choses assez sensibles. Donc, il faut vous assurer à ne pas partager des informations qui sont très sensibles, que vous ne souhaitez pas qu'on puisse partager. Autre chose que je voudrais pouvoir dire, c'est que les sessions sont enregistrées. Donc, après, on peut les regarder en streaming, ce que je peux pouvoir le dire. Donc, ce sont des sessions enregistrées. Donc, pour cette session d'aujourd'hui, c'est moi qui serai en même temps coordonnatrice et facilitatrice. Parce que notre cher Kétan est un tout petit peu occupé, mais on le verra très bientôt. Il est un peu occupé. Et on a un thème aujourd'hui qui va nous parler, un thème très important qui nous parle de la communauté. On va aborder la question de la e-santé dans la communauté. Donc, ce sont des réalités terrain, ce sont des défis, c'est l'utilisation de l'outil informatique, la coordination entre les différents acteurs. Et celui qui va intervenir aujourd'hui, je vais le laisser se présenter. Il va se présenter, il va faire sa présentation que je viens d'ailleurs, il faut que je le lui dise parce que je ne sais pas s'il a reçu. Je viens d'ailleurs de lui envoyer sa présentation qui devait être validée par WhatsApp. Je ne sais pas s'il a reçu la dernière version que j'ai corrigée pour lui. Donc, il faudra peut-être regarder, Hichem, ta présentation que je viens de balancer là à l'instant. Et c'est lui qui va nous faire le plaisir de faire une présentation pour ce jour. À la suite de cela, on aura des sessions, des questions de clarification, comme on a l'habitude de le faire dans toutes nos sessions éco, pour pouvoir comprendre, on va dire, la thématique, comprendre s'il y a des questions qu'on pourra répondre. Donc, toujours dans la bienveillance. On répondra vraiment avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bienveillance. Vraiment, je mets l'expression dessus parce que comme je ferai la facilitation, donc ça sera... Et au bout de 3 sessions maximum, sinon 2, on aura des attestations pour tous les intervenants qui participeront à nos sessions. On aura 2 sessions sur le communautaire. La session d'aujourd'hui, on aura une session le mercredi prochain. Et ensuite, on va parler de souveraineté des données et on va parler également d'épidémie. Donc, on a pas mal de personnes qui sont déjà positionnées. J'invite toutes les personnes qui ont des solutions, mais qui ont des cas qui souhaitent présenter également, de ne pas hésiter. Donc, sur ce, Hichem, je te laisse la parole pour que tu puisses prendre Oui, merci. Je me connecte tout de suite avec l'ordinateur, parce que j'étais sur le téléphone, juste quelques secondes, et je télécharge ce que tu m'as envoyé tout de suite. D'accord, c'est cool. Merci. D'accord. Déjà, avant de commencer la session, la question que j'ai envie de poser, c'est que quand on parle de communauté, de e-santé pour communauté, c'est quoi votre compréhension?
Peut-être que je vais demander à Salima, puisqu'elle est dans le domaine médical. Quand on parle de santé, de communauté, pour toi, c'est quoi? Alors, voilà, donc ma communauté santé Afrique, il y a beaucoup de mots-clés en même temps et ça sonne vraiment pour moi parce que tu sais que j'ai participé au bootcamp. Alors là, je vais voler la photo d'Hichem parce que moi aussi j'étais au bootcamp. Une santé digitale en Afrique et on a beaucoup parlé de communauté, de relais communautaires. En fait, c'est vraiment faire parvenir l'information à l'usager final et souvent l'usager final n'a pas la littératie numérique adéquate et encore moins les b.a.-ba de santé, c'est-à-dire qu'est-ce que la santé, qu'est-ce que l'hygiène en santé, la santé de l'enfant. Et souvent, nous avons affaire donc à des mamans qui sont dans des villages, qui n'ont pas accès à l'information, et pourtant elles sont chefs de famille, elles doivent veiller à la bonne santé de la petite famille, à la préparation d'un repas, jusqu'à la santé de l'enfant, de ses premières vaccinations, etc. Donc, le communautaire en santé est très, très important. C'est la pierre angulaire d'un système de santé, on va dire, optimal, parce que c'est vraiment en accent sur la communauté que nous arrivons à faire passer nos messages de prévention, de sensibilisation. Et c'est pour cela que les relais communautaires, encore une fois, sont très, très importants. Et je sais qu'ils sont très présents en Afrique. Voilà. Merci Salima pour ton intervention. Merci infiniment. Je pense que Hichem est prêt. Hichem, si tu es prêt, tu peux partager ton écran ou tu souhaites que je le partage pour toi. Non, c'est bon, je vais le partager tout de suite. D'accord. Donc, c'est bon, Tac, c'est parfait. j'ai Je reçu. pense, voilà. Oui, oui, Donc, je tac. pense que quand il va prendre la parole, il va se présenter pour ceux qui ne le connaissent pas et à la communauté, juste quelques instants. Il va se Voilà, présenter juste 1 ou 2 minutes. bien Et sûr. puis ensuite, on va parler des santé numérique en milieu communautaire. Tac. Voilà, excusez-moi. En direct live. Alors, tac, voilà. Et depuis le début, c'est toujours mieux. Donc, je me présente. Donc, moi, c'est Hicham Bourak. Vous voyez mon écran? Oui, si tu le mets en Voilà, diapo, ça sera parfait. c'est bon. Voilà, c'est parfait. Super. Tac. Voilà, donc Hicham Bourak. Donc, je suis j'ai l'honneur d'être vice-président de Chronix X Health. Je suis project manager dans l'innovation et la durabilité, dans l'innovation en santé et en durabilité. Donc, je travaille sur beaucoup en Afrique, Middle East, Europe et Haïti pour la santé. Et, donc, on participé à des projets, on a accompagné des startups, des incubateurs, on travaille aussi avec des universités. On participe aussi à des appels à projets, des PPP et autres. Et on est en train de préparer quelques projets assez intéressants. J'ai travaillé pas mal d'années aussi sur la partie appel d'offres et marché public, appel à projets. Et en échangeant tous ensemble, on s'est dit qu'il y a des choses qui reviennent assez régulièrement. C'est une approche écosystème, donc une approche consortium, pour pouvoir justement appréhender le sujet par une approche la plus humble possible, avec beaucoup d'écoute par rapport au contexte. Et, euh, et à partir de là, de pouvoir euh, à partir de là, de pouvoir avancer sur le sujet avec beaucoup d'humilité. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'enjeu et le défi majeur au niveau de l'innovation en santé, c'est vraiment l'appropriation et le réel impact dans le quotidien des parties prenantes, que ce soit les professionnels de santé, mais aussi les patients et leurs proches. Et l'histoire de l'initiative et du programme Nouria, justement, est intimement liée à cette dynamique-là et à cette dynamique de fonctionner en écosystème pour penser en écosystème. Parce que dans l'IT, on parle beaucoup de systèmes embarqués, etc., mais on essaie de vraiment de travailler en modèle d'écosystème embarqué et embarquant pour pouvoir vraiment répondre aux enjeux avec le plus de rigueur possible, le plus d'humilité aussi possible et le plus d'écoute par rapport à l'environnement et aux parties prenantes. Donc je vais commencer à préparer donc à vous présenter la présentation donc santé digitale en milieu communautaire qui va vous présenter donc la plateforme Nouria, l'initiative, le programme Nouria. Donc comment les solutions digitales donc peuvent transformer donc les soins en communauté. Donc, comment
Donc, comment les solutions digitales transforment les soins en communauté. Là, les solutions digitales, elles sont liées pour digital, si on repart sur les termes, c'est des doigts. Les doigts, c'est serrer la main. C'est transférer aussi de la chaleur. Faut pas que ce soit froid. Il faut qu'il y ait une chaleur dans le réseau. Pourquoi? Parce que derrière, on peut avoir des relations fortes pour les retours d'expérience, pour la confiance et aussi pour répondre, avoir des informations que si on n'a pas de relations fortes, ben on ne les aura pas parce que la personne ne va pas oser transmettre certaines informations, ne va pas oser poser certaines questions. Et parce que aussi, il y a quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, c'est au-delà d'avoir des réponses, c'est déjà trouver les bonnes questions. Sur un diagnostic, au départ, que ce soit une étude ou un diagnostic, soit au niveau de la santé ou sur d'autres sujets, c'est déjà trouver les bonnes questions. Pourquoi? Parce qu'avec les bonnes questions, on peut possiblement trouver le bon référentiel. Et si on a le bon référentiel, là, on peut commencer à explorer les pistes pour avoir des solutions qui sont réellement efficaces. Et donc l'idée, c'est que en construisant ce lien un à un, en ayant des relations fortes, on commence à construire donc une communauté. Il y a s'intégrer et interopérer avec des communautés pour que des communautés deviennent une communauté avec différentes dimensions, différents sujets pour pouvoir adresser les enjeux qui nous concernent tous. Donc là, sur la plateforme Nouria, qui est le programme qui a été lancé en Côte d'Ivoire début avril, donc on a un contexte, on a des besoins au sein de la communauté. On a des solutions qui existent, effectivement. Il y a bien sûr des principes fondamentaux. Et bien entendu, euh, on a eu un retour d'expérience durant le mois d'avril avec un impact qui a été évalué et des discussions qu'on va pouvoir échanger avec vous, sur lesquelles on va pouvoir échanger avec vous derrière. Donc, la réalité donc des soins en milieu communautaire sur le continent, donc on a 70% donc, des populations qui vivent en zone rurale ou périurbaine. Et on a moins d'un spécialiste pour 10 000 habitants hors capitale. Et pour certaines spécialités et dans certaines régions, on est à zéro. Et les déserts médicaux, c'est un sujet qui est mondial. Il concerne même des capitales au niveau mondial, que ce soit en Afrique, en Europe ou en Amérique du Nord. Il y a des spécialités qui sont absolument pas pourvues, même dans des villes. Et donc, c'est un vrai sujet. Mais dans ce qui nous concerne, sur le continent africain, et en particulier dans les zones rurales et périurbaines, c'est souvent des angles morts. Et c'est des angles qui sont nombreux. Et une approche en communauté et en écosystème, ben, nous permet de voir ces angles, de les adresser. Comment? Ben, lorsqu'on est plusieurs, on remarque qu'individuellement, on a tous des angles morts. Mais si on fonctionne, on se met d'accord sur des standards, un fonctionnement, un cadre de communication, de collaboration, de comment on échange, de comment on regarde, de comment on s'observe, de comment on s'écoute et de comment on transmet, là, on peut avoir cette approche et voir ces angles morts pour pouvoir justement les adresser. Donc les pathologies chroniques qui ne sont pas détectées en communauté, on a bien sûr les troubles du neurodéveloppement, on va avoir des chiffres juste après, la santé mentale, le diabète, l'hypertension, les maladies chroniques et les suivis thérapeutiques. Et tous ces genres-là, tous ces piliers-là, ils ont tout un écosystème de problématiques autour d'elles. Des problématiques de santé, des problématiques d'inclusion au niveau de la société, des problématiques socio-économiques, des problématiques de sécurité, de bien-être. C'est un enjeu tout simplement du bien-être d'une population et d'un territoire. Donc le digital en tant que réponse communautaire. Encore une fois, gouverné par l'humain et pour l'humain. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse avoir une interface, un lien qui nous permette d'agir en quasi-temps réel. Car ce qui est intéressant avec ce côté digital, c'est de toucher au quasi-temps réel. Avoir des systèmes qui nous permettent de capter des données, bien sûr sécurisées, souveraines. Ça, c'est un enjeu. Il faut avoir beaucoup d'humilité pour construire cette infrastructure-là, mais des données qu'on puisse les avoir et pouvoir répondre aux besoins de la communauté. Et de mobiliser la communauté sur des besoins qui peuvent ne pas être pourvus dans tel territoire, mais pour lequel on a un spécialiste dans tel autre territoire. Et de pouvoir les connecter. C'est ce qu'on a pu faire durant le mois d'avril pour Avril Bleu dans le cadre des troubles du neurodéveloppement. Donc, atteindre les zones sans spécialiste, donc grâce au smartphone ou à la tablette. Donc, on n'a pas besoin d'infrastructures lourdes, d'investissement, si ce n'est l'investissement de la communauté, donc qui est mutualisé. Donc, une détection qui est précoce, donc qui nous permet avec ce côté temps réel ou quasi temps réel, de pouvoir
s'appuyer sur l'écosystème et donc les agents communautaires qui sont pas des médecins, de réaliser donc des dépistages fiables et standardisés. Fiables parce qu'ils ont été validés médicalement au préalable, c'est ça qui est important. Et bien entendu, derrière, il y a un suivi, une validation par des référents euh, médecins sur les sujets qui concernent bien sûr les médecins. Après, il peut y avoir aussi d'autres types de référents professionnels de santé, type infirmier ou psychologue et autres. Donc la continuité des soins, bien entendu, est un enjeu majeur. Donc ne pas rompre et pouvoir travailler sur la continuité du suivi du parcours de soins des patients, mais également de pouvoir, comment dire, permettre à ces personnes-là de pouvoir continuer et de vivre le mieux possible sans avoir l'impression d'être complètement perdu et de errer, avec la fameuse errance médicale qui hélas, arrive parfois avoir des personnes qui vont attendre des années et des années avant d'avoir le bon diagnostic. Pour certains, ils l'ont même jamais, même trop tard. Donc c'est un enjeu qui est très important. Encore une fois, c'est la notion d'angle mort. Donc la montée en échelle, le passage à l'échelle. Donc là-dessus, c'est la solution qui, au fur et à mesure, donc on développe le modèle sur des zones, sur des périmètres très très précis. On valide des métriques, des KPI précises pour la suivi du projet. Et lorsque le modèle est validé, il passe à l'échelle. Et bien entendu, les KPI et les métriques doivent aussi passer à l'échelle. Et la clé de tout ça, c'est beaucoup d'humilité qui doit être vraiment très attachée à l'importance des enjeux qui concernent le programme. Donc, bien entendu, c'est gratuit pour les familles. Donc, l'idée, c'est de rendre les soins accessibles, donc sans barrière financière, pour qu'il puisse y avoir une véritable équité par rapport à ces enjeux-là. Et gratuit pour les familles permet de préserver, de protéger beaucoup de valeurs pour le pays. Parce que ce sont des populations qui permettent à qui on va faciliter le fait de pouvoir continuer à produire de la valeur pour le pays parce que certaines familles, bon, ben, ils vont quitter leur emploi pour le suivi de leurs enfants, parce qu'ils vont chercher des solutions, ou alors ils vont pas pouvoir travailler ils auraient pu le faire, parce qu'ils ont beaucoup de soucis, ils peuvent pas s'impliquer dans leur travail comme il le faudrait, parce qu'ils ont d'autres problématiques, d'autres sujets, d'autres priorités. C'est très problématique. Donc, à la fois d'un point de vue social, d'un point de vue également éthique et également économique. Bien sûr, on a aussi ce sujet au niveau du digital, ça nous permet d'avoir des données. Des données éthiques, à gouvernance éthique, donc souveraine. Donc, encore une fois, une méthodologie à conforter, à consolider, en coordination avec la réglementation en vigueur, bien entendu. Et toutes ces données-là, cadrées, ciblées, qu'on peut récupérer, vont pouvoir nous permettre de avoir une carte de chaleur, une cartographie des typologies du type d'enjeux santé dans tel ou tel territoire et d'orienter les recommandations, mais ainsi que les campagnes de diagnostic selon les sujets, selon les plus adaptés donc aux enjeux de telle ou telle région. Donc Nouria est une plateforme de dépistage des troubles du neurodéveloppement donc avec le partenariat bien sûr de l'ASBECOM et le programme donc, de National de santé mentale. Donc là-dessus, et bien sûr, et en lien avec un certain nombre de parties prenantes de l'écosystème. Donc l'idée, c'est vraiment d'appréhender ce contexte qui est très euh, sous-estimé, non pas par les gens qui le vivent, mais par la société de manière globale. Donc un enfant sur 36 est autiste dans le monde. C'est énorme. Donc ça, c'est des statistiques de 2023. Donc en Afrique subsaharienne, on a moins de 5% des diagnostics avant 6 ans. Donc pendant 6 ans, on a des familles qui sont enfin, certains ne peuvent même pas être au courant, ne pas le comprendre ou le voir. Mais dans tous les cas, il y a beaucoup de flou. Donc un délai moyen de diagnostic de 3 à 5 ans, après les premiers signes. Encore une fois, tous ces sujets, tous ces allers-retours en kilométrage, mais ces allers-retours aussi au niveau des neurones qui fatiguent, qui stressent et qui peuvent vraiment nuire considérablement aux individus et aux familles, et donc à l'écosystème et à la société globalement. Donc les conséquences, donc c'est une prise en charge tardive, donc un coût social et familial élevé à l'issue d'une famille, enfin à l'échelle d'une famille, mais également donc à l'échelle de la société dans sa globalité, comme je le disais juste avant. Donc la solution, c'est qu'on propose et qu'on a amené, et qu'on a expérimenté, qu'on a exploré, c'est le dépistage précoce communautaire. Donc, et donc, qui permet derrière une intervention précoce et préventive et un suivi derrière orienté et qualifié.
Donc, qu'est-ce que Nouria? Donc, c'est une application mobile et web. Donc, dépistage des troubles du neurodéveloppement standardisé, validé médicalement, utilisable par des non-médecins, avec un suivi, un soutien, une formation bien sûr au préalable, gratuit pour les familles, facile d'utilisation, téléconsultation, téléexpertise aussi intégrée. Donc, il y a un enjeu de coordination. Donc, un dossier numérique enfant. Donc, il y a un suivi. Bien sûr, toujours en protégeant l'identité et la souveraineté et le côté éthique au niveau des données. Un suivi donc longitudinal qui nous permet donc le suivi au fur et à mesure et de pouvoir ne pas avoir à répéter certaines choses et surtout de pouvoir apporter systématiquement une meilleure compréhension du contexte du patient et déployer bien sûr en milieu communautaire. Donc on l'a déployé sur 3 sites au mois d'avril. On avait fait une présentation déjà à des acteurs de l'UNICEF pour présenter le projet. Derrière, ça a été présenté sur 3 villes, 3 contextes différents. Et là, vous avez des photos sur l'une de nos actions avec l'une des volontaires qui est en train justement de relayer, de prendre les informations auprès de la famille et auprès de l'enfant, un des enfants qui a été diagnostiqué. Donc, on a 171 enfants durant Avril Bleu qui ont été dépistés. Donc, il y en a 53 qui ont été orientés vers un spécialiste, soit 31%. Donc 53 enfants sur 3 jours, parce que ça a été chaque ville, chaque région, c'était une journée de dépistage. 171 enfants dépistés, 53 qui avaient donc un besoin et qui ont été orientés dans 3 villes couvertes. Ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez les 3 contextes. Abobo, Yamoussoukro et Ouassakara. J'ai commencé par, euh, par Ouassakara. Donc c'était là où on a fait le plus de dépistage. 112 enfants. Le passage à l'échelle directe. 112 enfants, 16 orientés, 14%. Là, comme vous voyez, les pourcentages ne sont absolument pas les mêmes sur l'orientation. C'est ce qui nous fait dire qu'à chaque fois, on a besoin de calibrer, de qualifier et de faire de la cartographie. Parce que selon les retours du terrain, on va pouvoir qualifier et adapter les recommandations et les recommandations en termes de campagne de dépistage ou de sensibilisation. Parce qu'il est possible aussi que dans certaines villes et certains territoires, tout simplement, l'information n'est pas partie, n'a pas touché les populations qui sont sensibles à ces questions-là. Et ça, c'est un sujet qui est aussi important. C'est pour ça qu'il est important que sensibiliser, communiquer et démontrer à quel point ce type d'initiative permet de pouvoir changer le quotidien de toutes ces familles-là avec leur concours et qu'avec eux, on peut construire vraiment un écosystème qui soit de plus en plus résilient et activement efficace sur ces sujets-là. Donc, c'était la mission qui était la plus large. Donc, on a pu valider la montée en échelle, le passage à l'échelle. Maintenant, il y a Moussoukro, on a eu 31 enfants, 20 orientés. C'est le taux le plus élevé. Par contre, c'est aussi un désert en termes de spécialité. Les médecins, pour l'orientation, il y avait pas les spécialistes en local sur les sujets qui nous concernaient. Le besoin a pu être pourvu parce qu'il y a eu de la téléconsultation, de la téléexpertise. Et là, ça a permis de répondre à ces besoins-là. Donc 65% des enfants à Yamoussoukro qui sont venus, donc sur les 31, ont été orientés. À Abobo, 17 sur 28, 61%. Population très vulnérable et on a eu voilà, zéro développement normal parce qu'il y a une échelle au niveau du gradient de prise en charge possible et de sensibilité par rapport aux troubles du neurodéveloppement. Et à Bobo, on a pu voir que les enfants qui sont venus, les familles qui ont emmené leurs enfants, c'était vraiment la population la plus vulnérable qu'on a pu voir sur les 3 territoires, en tout cas en termes de représentativité sur place. Et ça pose vraiment des questions sur le calibrage justement de comment on approche tel ou tel territoire, telle ou telle population pour être le plus efficace possible avec eux, avec elles, pardon. Donc ce que Nouria nous enseigne par rapport à cette expérience, c'est 3 leçons qu'on peut transposer à un certain nombre de pathologies. Donc le besoin existe de manière écosystémique. Donc à Bobo, on a eu 0 enfant en développement normal sur 28. 0. Qui sont venus, bien sûr. 61% donc nécessite un spécialiste. Dans les quartiers populaires, le besoin de santé donc est
est invisible mais omniprésent. On le voit pas, mais il est là. Donc il faut aller vers lui. Et pour cela, c'est beaucoup de communication, de sensibilisation et d'écoute de l'écosystème. Donc c'est applicable, bien entendu, au diabète, à l'hypertension, à la santé, à tous les types de pathologies chroniques, à la santé mentale, bien entendu, toutes les pathologies chroniques qui peuvent ne pas être dépistées. Le fait de leur permettre d'avoir ces campagnes de sensibilisation, de diagnostic, et avec le, le rendre accessible, ça permet de rendre possible cet accès-là et d'amener un nouvel horizon pour les populations qui vont pouvoir revenir vers nous et pouvoir échanger pour pouvoir justement commencer à les orienter vers les canaux les plus efficaces pour répondre à leurs problématiques. Après, le désert, le point 2, c'est le désert spécialisé. Enfin, le désert en termes de spécialité, il est plus que réel. Le digital peut le combler. Quand je dis peu, c'est comme le peu, c'est déjà sensibiliser et connecter. Et la connexion, ce n'est pas le digital qui le fait. C'est l'humain qui parle à l'humain. Et donc, c'est le patient, sa famille, qui a un besoin. Il n'est pas pourvu sur le territoire. C'est pas une fin en soi. C'est pas une fatalité. Avec la plateforme, on est en capacité, à partir du moment où on a diagnostiqué le besoin, de l'orienter vers le ou la bonne spécialiste. Et derrière, en plus, c'est enregistré en termes de besoins directement sur le dossier médical. Bien sûr, encore une fois, dans le respect de la privacy au niveau des données personnelles. Donc, sans nourrir et sans cette téléconsultation, la téléexpertise, la télémédecine, les 20 enfants à Yamoussoukro n'auraient pas eu de recours. Ils n'auraient pas eu de réponse. On leur a dit, il y a un problème, peut-être, dans le sens mathématique, il y a un sujet qui doit être traité. Voilà, c'est tout. Et on part. Là, non. On a diagnostiqué quelque chose et on a commencé le chemin avec eux. Et là, on est ensemble. Donc le digital, il remplace absolument pas le spécialiste, il remplace pas les parents, il remplace pas le patient, il remplace pas l'écosystème, mais il crée le lien et il participe à cette communauté. Après, bien sûr, le passage à l'échelle, le fait qu'on a validé que c'est possible déjà à notre échelle, à ce niveau-là. On a pu voir donc 112 enfants dépistés en une journée à Ouassakara, donc par des agents non médecins, c'est important, mais formés, bien formés, sur un protocole et des standards validés médicalement. La plateforme, elle tient. La plateforme, elle tient déjà. Donc le modèle est reproductible dans toute la Côte d'Ivoire et au-delà. Donc on est en train de préparer tout ça avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humilité et d'écoute. Donc on a hâte d'avoir vos retours par rapport à ça. Donc c'est un modèle qui est digital mais centré sur l'humain, qui a été validé pour passer de 3 villes à tout un pays. Donc comme toute solution digitale communautaire, elle devait être conçue. Donc on a pu la réaliser sous ce type de protocole. Donc un ancrage communautaire fort, des agents formés, un outil simple d'accès avec une ergonomie accessible, évolutive, agile, un lien vers le spécialiste directement, des données et un suivi. Et tout ça, ça va ensemble, c'est en parallèle. Donc c'est un modèle qui s'applique à l'autisme, à la santé mentale, au diabète, l'HTA et toute pathologie chronique bien sûr dans les communautés. Ce que nous voulons, nous, c'est vraiment fonctionner en groupement, en écosystème, en communauté, en consortium. C'est des mots différents pour dire la même chose. On souhaite converger pour atteindre des objectifs de manière durable et positive. Donc chaque enfant dépisté avant 6 ans, quel que soit son lieu de vie, des agents communautaires outillés, connectés au système de santé, formés. Un dossier numérique pour chaque patient en communauté, interopérable, facile d'accès. Une plateforme digitale validée dans chaque pays francophone et des dossiers communautaires pour guider les politiques de santé avec des recommandations qualifiées, chiffrées, en quasi temps réel. C'est pas des baromètres qu'on publie à l'année, c'est une plateforme. À chaque moment, on peut se connecter, on a des données qui sont déjà mises à jour. Donc, notre appel à l'action, on veut partager, adapter, connecter, mesurer, donc pour diffuser les solutions digitales prouvées dans nos réseaux et nos pays, prendre ce modèle et l'adapter à notre contexte, à votre contexte, votre pathologie, le mettre à jour, le challenger pour qu'il soit de plus en plus pertinent, relier les communautés aux spécialistes via des plateformes numériques, documenter l'impact pour convaincre les décideurs et les bailleurs, et pour que le numérique ait un impact réel sur nos écosystèmes. On peut bien sûr échanger, parce que échanger, c'est ce qui construit une communauté, et ensemble pour trouver les solutions digitales les solutions pour pouvoir adresser des projets. Et on a hâte d'avoir vos retours
Il faut savoir ces réponses à ces questions qu'on se pose. Quelles sont les solutions digitales qui peuvent exister dans vos pays? Quels sont les principaux freins au déploiement communautaire, selon vous? Et comment financer et pérenniser ces outils dans nos systèmes de santé? C'est des questions, c'est des groupes de travail, des groupes de réflexion, et c'est des sujets, nous, sur lesquels on veut travailler de manière très, très, très concrète et très terre à terre. Merci. Merci beaucoup, Hichem. En voyant des réactions, félicitons Hichem pour son intervention. Il a intervenu, c'était brillant, c'était précis, c'était Merci. concis. Donc, félicitations, félicitations. On a passé la phase de la présentation. Là, maintenant, normalement, on a la question, on a la place des. C'est une autre étape que nous allons entamer, c'est-à-dire les questions de clarification. Est-ce que dans la présentation des schèmes, il y a des choses que vous n'avez pas compris? Il a présenté pourquoi la e-santé en milieu communautaire et il a fait un cas avec quelque chose qui a été fait et implémenté en milieu communautaire, qui a été éprouvé, donc un pilote. Et il a expliqué d'où était la problématique, ses attentes, les challenges qu'il a rencontrés. Et aujourd'hui, il finit en posant des questions. Est-ce que vous avez déjà, vous, des solutions comme ça dans vos pays? Ou encore, quels étaient les freins pour vous pour ce déploiement communautaire? Parce que ça peut aider dans ce qu'on est en train de faire. Et puis, comment financer et pérenniser ces outils communautaires dans la mesure où il a parlé de gratuité un peu plus en avant. Je pense, Hichem, que c'était ça. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Merci beaucoup. Donc, on sait comment ça se passe pour les anciens de ECHO. Je vois Salima qui a déjà levé la main. Donc, je vais resynthétiser pour tout le monde. On tape d'abord par des questions de clarification pour comprendre comment est-ce que ça se passe. Après les questions de clarification, il y a les recommandations. Aujourd'hui, on n'a pas d'experts. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas d'experts pour la circonstance parce qu'on démarrait et il fallait vraiment attaquer quelque chose d'assez important. Donc, Salima a levé la main. Salima, on t'écoute. Est-ce que c'est une Oui, question de clarification? Parce que ce n'est pas d'abord les recommandations, d'abord des questions de clarification. voilà, c'est une question justement parce que D'accord. Hicham, tu pourrais arrêter ton partage si c'est Très bien, possible. bien sûr. Merci beaucoup. voilà, donc j'ai trouvé la solution est très pertinente. Je vous félicite. Bravo à tous ceux qui ont participé. C'est un très beau projet, hein, magnifique. Bon, moi, en tant que médecin, je vais aller un peu peut-être plus. Je vais chercher un peu les petits détails, c'est-à-dire que quand on dit trouble du neurodéveloppement, évidemment, on a plusieurs troubles. C'est très vague le trouble neurodéveloppement. Donc, je ne sais pas si vous avez fait un questionnaire qui englobe un peu tout, sans aller dans les détails, parce que si le patient est suivi en pédopsychiatrie ou en neuropédiatrie, en fait, selon le trouble qu'il présente, parce que ça peut aller du trouble de l'attention jusqu'au trouble autistique, et on sait que c'est un spectre autistique qui lui-même a plusieurs degrés. Donc, on ne peut pas résumer tout ça à un questionnaire. Donc, je ne sais pas comment vous avez fait. Est-ce que chaque relais communautaire a plusieurs questionnaires dans la plateforme, enfin dans l'application, et en fait, il clique et hop, ça s'ouvre, soit c'est un TDAH, soit c'est un trouble autistique, etc., ou autre pathologie, ou est-ce que c'est standardisé pour le moment, puisque c'est un lancement, vous avez fait un sorte de questionnaire type pour juste rôder un peu l'application. Parce que vous imaginez bien que juste en pédopsychiatrie, on peut avoir facilement une dizaine de formulaires, pour ne pas dire une vingtaine. Parce que l'âge entre en compte, l'environnement de l'enfant lui-même entre en compte. Donc, il y a beaucoup de critères qu'on met dans ce formulaire. Voilà, ça c'était d'abord ma première question. Ensuite, donc la maman, par exemple, la maman n'a pas encore vu de pédiatre, d'accord? La maman n'a pas encore vu de pédiatre. Elle voit que son enfant ne réagit pas comme les aînés. Il y a quelque chose voilà, quelque chose lui dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, elle trouve cette plateforme, peut-être par les réseaux sociaux, je ne sais pas, elle accède à cette plateforme. Bon, une fois qu'elle clique, elle va peut-être dire quels sont les symptômes de votre enfant. Elle va noter ce qu'elle a noté. Par exemple, il ne répond pas à mes questions, il est évasif, il va jouer, il ne tient pas en place, par exemple, hein. Bon, après, qui est derrière? Est-ce que celui qui est derrière, c'est l'agent communautaire le plus proche qui a pour rôle de jouer l'intermédiaire, d'expliquer, de dire, Madame, vous avez bien fait, merci d'avoir accédé à la, à la plateforme. Nous prenons en compte, laissez-nous vos coordonnées, nous vous recontacterons. Est-ce que c'est ça? C'est le premier.
la première interface, ou ça va aller directement dans des relais avec des pédopsychiatres spécialisés, mais que, comme vous savez, on ne peut pas faire de diagnostic à distance. Donc, il va falloir organiser soit une téléconsultation dans le chef-lieu de la structure de soins la plus proche, ou alors carrément qu'elle se déplace à l'hôpital pédiatrique. Voilà, ça, c'est déjà les deux premières grandes questions que je me pose moi en tant que praticienne, hein, parce que je sais bien que c'est vraiment la boîte à Pandore. Quand vous ouvrez ce genre de questions, il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui doivent revenir derrière. Merci. Voilà. Merci, très bonne question. D'accord. Je vais Je laisse. Corinne va répondre. Et déjà, Corinne va présenter le professeur Quoi, qui est au cœur du projet avec nous là-dessus, D'accord. et qui, justement, en termes de protocole, à ce niveau-là, est très, très, répond à cette partie-là. Comme on l'a dit, c'est une méthodologie qui a été validée médicalement. Par contre, on a travaillé sur un modèle agile pour répondre au premier niveau des enjeux et des urgences, et après orienter au fur et à mesure. Parce que l'idée, c'est pas de surcharger avec 150 000 formulaires toutes les familles dès le début. C'est déjà de faire des premiers niveaux de diagnostic et d'orienter justement sur les pipes et les frameworks qui sont les plus adaptés par sujet et par enjeu. Euh, D'accord. Alors, je résume déjà les questions qui ont été posées, Salima. La première question, c'était de quel trouble du neurodéveloppement on est en train de parler d'abord, par lequel. Ensuite, les outils qui ont été, la question, c'est quels sont les outils qui ont été choisis en fonction de l'âge, en fonction, est-ce que ces outils ont été choisis en fonction de l'âge? Comment est-ce que ça fonctionne concrètement? Et puis, le parcours, c'est-à-dire après que l'acteur communautaire ait fini de faire l'évaluation, est-ce qu'il y a une orientation ou est-ce qu'on dit, bon, quelqu'un vous appellera? Je pense que j'ai résumé, Salima, la question. Oui, oui, c'est très bien parce que c'est vraiment, moi, D'accord, pratique, hein, c'est vraiment la pratique pour une maman qui n'est pas très informée, qui n'a pas de littératie numérique. Voilà. d'accord, c'est parfait. Je ne sais pas si le professeur Kouaela, est-ce qu'il souhaite que je réponde ou qu'il réponde? Parce que je sais que j'ai assisté, mais je ne sais pas, professeur. Allô? Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonsoir, professeur bonjour. Kwa. Alors, merci, je vous prends au coup. Alors, j'ai écouté avec beaucoup d'attention les questions qui ont été posées par notre collègue. Alors, je voudrais d'abord faire un premier rappel pour dire que toute solution digitale au service d'un projet de santé et donc d'un processus ou d'un programme de prise en charge. Je vais dire ça comme ça. Ça, c'est le premier point. Et j'allais dire, au niveau du ministère en charge de la santé, euh, on est confronté à deux choses. La première des choses, c'est améliorer la couverture de la surveillance du développement du jeune enfant, améliorer les capacités des centres de santé à pouvoir faire du dépistage, donc à identifier des enfants à risque. Le troisième défi, c'est d'organiser la chaîne de réponse, donc de diagnostic, et d'enclencher tout un programme de prise en charge. C'est ça qui est la vision euh, du projet ou du programme de soins, du programme de prise en charge. Et la Côte d'Ivoire est engagée dans un processus de faire monter en compétence les acteurs communautaires. Quand on dit acteurs communautaires, c'est les agents de santé classiques, des infirmiers, et non pas des infirmiers, des instituteurs, des familles, pour que ces familles participent à l'action de santé publique. Et le deuxième point, on est conscient qu'il y a des gaps en matière de ressources humaines, donc de services spécialisés. Et ce qu'on cherche à faire, et c'est la raison pour laquelle nous travaillons les partenaires de NURIA, qui, au passage, on les félicite parce qu'ils nous aident à régler un problème de santé publique, notamment dans le cadre de ce qu'on appelle la campagne Avril Bleu, la campagne de sensibilisation à l'autisme.
Et nous sommes partis de l'hypothèse de dire, est-ce qu'aujourd'hui, les solutions digitales peuvent nous permettre de faire de la sensibilisation, de faire du dépistage des troubles du spectre de l'autisme et de commencer à organiser l'orientation des enfants à risque vers des structures spécialisées via une plateforme de téléconsultation pour faire le diagnostic ou pour organiser, j'allais dire, la prise en charge avec les équipes via une plateforme numérique. Et donc, les partenaires de NUREA ont répondu à l'appel, j'allais dire, du ministère de la Santé pour dire c'est possible, on va tester avec le ministère de la Santé une solution co-construite. Et donc, les troubles du neurodéveloppement, c'est la grande famille, mais on a fait le choix dans le cadre de la sensibilisation à l'autisme. Chez nous, en Côte d'Ivoire, tout le mois d'avril est consacré à la campagne de sensibilisation. Et donc, il fallait avoir une plateforme qui va nous permettre de faire du dépistage des troubles du spectre de l'autisme. Donc, commencer par un type de trouble marqueur, tester toute la chaîne de réponse déjà sur le segment de dépistage via un outil numérique. Deuxième chose, avoir une plateforme de téléconsultation, donc de télédiagnostic, deuxième étape. Et troisième étape, commencer le cadre de prise en charge. Et donc, l'étape initiale, basique, c'est de cette plateforme que le ministère de la Santé teste, c'était d'abord le volet communautaire et le volet soins de santé primaires. Dans le cadre de la sensibilisation à l'autisme dans le mois d'avril bleu. Donc, c'est l'outil digital qui doit être au service de la sensibilisation et du dépistage. Donc, les troubles du neurodéveloppement, ce qu'on a ciblé, c'est les troubles du spectre de l'autisme, un outil de dépistage qui est le MChat, qui est connu et qui est à la fois utilisable par les acteurs communautaires, même par les familles, même par un instituteur et aussi par des agents de santé généralistes, sages-femmes, infirmiers. Et donc, c'est le type de trouble du neurodéveloppement, c'est les troubles du spectre de l'autisme qu'on veut tester. Donc, ce n'est pas d'abord tous les types de troubles, parce que chaque trouble du neurodéveloppement a son outil de dépistage. On n'est pas parti sur un remplissage de tous les TND. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'abord intentionnel. Un objectif intentionnel, c'est de dire, est-ce qu'à l'échelle communautaire, à l'échelle d'une maternité, à l'échelle d'un espace communautaire, on peut se servir d'un outil digital pour pouvoir détecter des enfants à risque de troubles du spectre de l'autisme et organiser l'orientation via une plateforme. Et secondairement, à partir de cette plateforme, programmer des téléconsultations, des télébilans et des télédiagnostics et organiser en tertio une prise en charge. Donc, il y a une volonté très claire et donc c'est une construction d'une plateforme dans un contexte de campagne de sensibilisation aux troubles du spectre de l'autisme. Et au fur et à mesure, naturellement, les partenaires de NUREA vont travailler avec les pédopsychiatres ivoiriens, les psychologues, les travailleurs sociaux et d'autres acteurs pour essayer de tester les autres types de troubles de TND, des troubles de l'attention, du déficit de l'attention et des troubles du développement intellectuel et commencer à véritablement avoir une plateforme globale de TND. Mais je reviens sur quelque chose de fondamental. Le tout, ce n'est pas des formulaires pour des formulaires.
C'est vraiment tout un programme de soins qui doit correspondre au protocole de prise en charge des TS en Côte d'Ivoire et des autres TND en Côte d'Ivoire. Donc, ça répond à un objectif de santé publique. Donc, derrière, il y a toute une co-construction avec les spécialistes. Et je pense qu'après le mois d'avril, où il y a eu, j'allais dire, cette phase d'études de faisabilité, de co-construction des ajustements, je pense que ils ont tiré les leçons, j'allais dire, à la fois technologiques et sanitaires avec les équipes pour améliorer le cadre d'intervention. Voilà ce que je peux dire. Merci. Merci, professeur Kwa, pour votre réponse. Je pense que Salima, c'est bon. Vous avez pu avoir une réponse satisfaisante. Envoyez des réactions au professeur Kwa déjà, parce que c'est vrai il a bien éclairci, mais je veux dire qu'il s'est prêté fort quand un membre de la communauté s'est approché de lui justement pour pouvoir travailler sur ce projet communautaire. Je pense que toute l'équipe du programme, et avec des orthophonistes, des pédopsychiatres, tout le monde a été vraiment disponible pour pouvoir tester et s'approprier la solution. Je pense qu'on aura un jour où il aura une restitution et vous présentera tout le contenu derrière. Très Est-ce bien. qu'on a une autre question de clarification posée dans le chat, mais j'ai répondu. Derrière, s'il n'y en a pas, il y a la question qu'Hichem m'a posée tout à l'heure pour poser quel pourrait être un blocage, un frein. Est-ce que on pourrait avoir une réponse pour justement l'aider dans cette démarche d'avoir une solution communautaire? Je pose la question, il y a Eric qui est connecté, il y a, il y a Jordan qui est connecté, il y a Myriam qui est connectée. Bon, Salima est déjà intervenu, il viendra un peu plus tard, peut-être. Euh, il y a Docteur Kwasi. Docteur Kwasi, j'espère que vous allez bien. Merci d'être connecté. Je sais que c'est très chargé. C'est mon super hub, hein. Donc, merci d'être connecté. Alors, Bonsoir, bonsoir. bonsoir, Docteur Kwasi. Donc, la question que je pose aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que au-delà de ce qu'il vient de dire, au regard de ce qu'il vient de dire, est-ce qu'il y aurait des... on doit aider Hichem dans les réponses, c'est est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait être un frein? Eric, nous jouons à la désignation. Cory. Alors, Bah, écoute, bonjour tout le avec monde. le fuseau horaire, Ben, c'est normalement, vrai, tu c'est devais vrai, te il faut qu'on en réveiller. profite. Tu es C'est vrai, il faut réveillé, que... donc il faut profiter de nous avoir. Ok, ok. En tout cas, la présentation était superbe, superbe, superbe. Une solution qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup aider. Donc, par rapport à la question, moi, ça reste toujours la connectivité. Je pense que si c'est, puisque c'est un projet, comme on a dit, communautaire, donc certainement dans des zones où l'accès à Internet peut être un frein, est-ce qu'une solution a été trouvée? Donc, si vous voulez, c'est le seul élément pour moi que je vois qui peut être un frein, là. Ouais, ouais. D'accord. Merci beaucoup, Merci Eric. bien. J'ai vu que le professeur a levé la main. Je ne sais pas s'il lève à nouveau ou s'il repose. Je me mets dans une perspective de santé publique et D'accord. je rejoins la question du collègue tout à l'heure pour la question de la connectivité. Alors, moi, j'ai une obsession. Si on veut que les solutions digitales en Afrique soient usuelles, ça veut dire qu'elles soient utilisées comme monnaie courante, que ça rentre dans les habitudes des populations. Il ne faudrait pas que la barrière de la connectivité soit une barrière à l'accès aux services de santé via le digital. Donc, c'est c'est votre expertise et je pense que vous devez pouvoir travailler là-dessus parce que même ceux qui ne sont pas dans des villages, qui se trouvent dans des communautés périurbaines ou bien même dans certaines villes, le niveau de connectivité n'est pas satisfaisant. Et deuxième obstacle, c'est la question de comment travailler à l'alphabétisation numérique en santé avec des moments, parce que si on veut descendre, en fait, on veut susciter, on veut aujourd'hui faire de telle sorte que
les mamans, les papas, les instituteurs, ceux qui sont en milieu vraiment de première ligne, puissent avoir sur leur téléphone cette solution. Maintenant, celui qui n'a pas un bon Android comme moi, euh, Comment il fait? voilà, comment il fait? Voilà, il faudrait que ça soit une solution clé en main parce qu'il s'agit de... Les troubles du neurodéveloppement touchent le développement du jeune enfant en Afrique. Voilà. Et je pense que l'appel que j'ai à faire aux partenaires de Nuria, c'est il faut, nous, on teste votre plateforme en Côte d'Ivoire, mais il faut que ça soit testé dans d'autres contextes africains, dans d'autres réalités africaines pour voir est-ce qu'il y a des ajustements. Et deuxième chose, la question de la barrière linguistique. Est-ce que vous allez rester toujours sur le français ou bien vous allez utiliser des langues locales de certains villages en Côte d'Ivoire, et de certains villages dans d'autres pays en dehors de la Côte d'Ivoire? Je pense il faudrait vraiment réfléchir à cela. Merci. Merci, professeur Quoi, pour l'intervention tout de suite là. Je pense que j'ai eu les réponses inbox, certaines réponses inbox disant que pour l'instant, c'est français, anglais, mais ils sont en train de virer pour essayer deux langues locales en Côte d'Ivoire. Et puis que certains pays, je pense qu'ils ont commencé à solliciter certains pays pour faire une phase pilote. Donc, Salima, peut-être que tu es là, qui sait, ça pourrait être testé Ouais. en Tunisie. Bon, moi, c'est pas la Tunisie, hein, mais moi, Et c'est l'Algérie. c'est l'Algérie, En Algérie. on en reparlera parce qu'on est en train de préparer le terrain, Oui, en effectivement. Algérie, pardon. Donc, par exemple, donc voilà, Exact. j'aime l'a dit. Donc, les autres pays, que ce soit la RDC qui est connectée, tous les autres pays, je pense que c'est l'occasion de pouvoir tester également aussi. Mais les dialectes aussi, Corinne, hein, les dialectes, les langues locales. Parce que moi, C'est quand j'ai ça. fait digital, on avait parlé justement qu'il fallait passer par les agents communautaires de chaque village parce que c'est eux qui maîtrisent le mieux les dialectes par région, comme a cité Hichem tout à l'heure dans sa présentation. Au moins trois grandes parties, hein, la cartographie, etc. Justement, c'est pour ça que les échanges qu'on a là sont très importants. Ce que vient de dire le professeur Quoi, ce que tu viens de dire aussi, Victor Salima, Allah Ibarak, c'est très 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 important. Et parmi déjà dans l'ADN de l'histoire de Pass Santé Mousso et tout ça, à l'époque, moi quand j'ai connu Corinne, c'est comme ça. Hein. Je travaillais sur une publication qui a été publiée à Elsevier, sur une application mobile sur de la cartographie des personnes vulnérables par rapport au Covid et des comorbidités. Moi, j'ai fait une partie sur les initiatives qui a eu lieu pendant le Covid en Afrique. Et parmi les projets que j'ai mis en avant, c'était le Pass Santé Mousseau, avec le côté multidialecte, avec 11 ou 12 dialectes qui ont été intégrés. Et c'était il y a 6-7 ans. Et il y a 6-7 ans en technologie, je peux vous dire qu'il y a eu du chemin. Donc, c'est dans notre ADN et c'est prévu. On va le mettre en place, cette méthodologie, et on va la mettre en place ensemble. Pourquoi ensemble? Parce que dès le départ, par exemple, là, pour la Côte d'Ivoire, bon, on va bien sûr, on va aller de manière très opérationnelle, c'est-à-dire quels sont les dialectes qui touchent le plus de gens, qu'on peut intégrer rapidement, et comment. Et le comment, bah, ça va être une bibliothèque de données, etc. Et on va travailler avec ce qui se passe avec tous les outils qu'on peut avoir avec l'IA intégrée, etc. Ça, c'est une chose. Et pour l'Algérie, ce sera les mêmes sujets. Ce sera les dialectes, le dialecte de l'Ouest, le kabyle, les différents dialectes qu'il peut y avoir. Et pour les autres pays, c'est pareil. On va à chaque fois détecter, on va partir sur deux, trois dialectes qui sont les plus populaires. Et après, au fur et à mesure, bien sûr, on va aller plus loin, mais on va d'abord viser vraiment d'être le plus efficace possible, pragmatique, et en ayant un standard de fonctionnement. Mais oui, la partie dialecte, langue est très importante. Français, anglais, ok, c'est bien, mais le dialectal est important, d'autant plus que on verra que, d'après le retour qu'on aura du terrain, c'est que beaucoup de personnes qui sont dans ces angles morts-là, ils parlent que ce dialecte, que un dialecte spécifique. Ou alors, ils vont parler le français, ils vont parler l'anglais, mais les mots les plus pertinents, c'est dans leur dialecte. Et si on ne le comprend pas, on fait comment? Donc ça va sortir, ça va être hors zone, hors champ, on ne l'aura pas dans les données et on ne pourra pas avoir un diagnostic aussi qualifié qu'on aurait pu l'avoir. Donc non, c'est un sujet qui est très très important pour nous. Exactement, ce sera contre-productif en fait, parce que c'est vrai que si on veut cibler, comme a dit le professeur tout à l'heure, la maman et le papa,
ils ne sont pas forcément lettrés de façon académique, donc des langues internationales, mais plutôt déjà dans leur dialecte, c'est ça qui va leur parler. Même le papa, quand il peut aller à la mosquée, etc., donc ça va lui parler, échanger de l'information. Voilà, moi j'allais soulever aussi juste avant la connectivité, c'est encore une fois communiquer sur l'existence de cette plateforme, qu'elle existe, qu'elle est en fonction, parce que c'est ça aussi qui est important, il faut faire passer l'information le plus large possible. Et bon, merci, monsieur le professeur, a répondu à ma question. Finalement, c'est le spectre autistique que vous avez ciblé. C'est très bien parce que déjà, à lui seul, c'est un très grand travail. Et bon, bravo, j'espère que vous allez avoir le maximum de données parce qu'encore une fois, il est temps que l'Afrique ait ses propres données. Ça, c'est essentiel. On ne peut plus consommer des procédures qui nous viennent de l'Occident où tout l'environnement est différent, tous les aspects même épigénétiques sont différents. Il est temps qu'on ait nos propres données. Ça, je vous rejoins là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Salima. Merci pour cet échange. Merci infiniment. C'est vrai qu'on n'a pas vite commencé, mais bon, écoutez, il nous reste 16 minutes. Est-ce qu'il y aurait des recommandations? On a parlé de langue A. On a une main levée. Jordan. Oui, alors, bonjour. Bonjour, Salut à Jordan. tous. Jordan, excuse-moi. Enfin, excusez-moi. Oh, j'ai fait une Allez-y. bêtise aujourd'hui, c'est que les gens sont intervenus sans se présenter. On est vers la D'accord. fin, mais la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, vous allez D'accord. déjà commencer, vous, par vous présenter et puis Je comptais démarrer le la faire, exactement, question. Madame Bourré, je comptais le faire, effectivement. Je suis Jordan Guichot, de la société camerounaise. Première fois aux de la communauté, j'ai eu vent de cette communauté grâce aux publications de Monsieur Idi sur LinkedIn, que j'ai directement adhéré au groupe et j'ai pu accéder à cela. Pourquoi j'ai accédé? Majoritairement parce que je suis aussi intéressé. Je suis intéressé, je travaille énormément pour aussi construire des solutions pour venir un peu supporter aujourd'hui le travail que vous faites, Madame Corinne, en amont pour tout ce qui est communauté EFTech pour la Côte d'Ivoire et principalement aussi l'Afrique en général. Voilà. Donc, Merci. alors, si je prends la parole, principalement, déjà, c'est pour remercier M. Hichem pour la présentation assez merveilleuse et très édifiante en passante. Et effectivement, la question de la connectivité a été étant déjà soulevée. J'avais plutôt petite problématique ou une question à vous demander sur le niveau de la donnée, puisque là, du coup, on travaille sur des données de santé. Est-ce qu'aujourd'hui, la solution à Nuria que vous avez présentée, sans trop entrer dans les détails techniques, mais aujourd'hui, ça se passe comment au niveau est-ce que c'est gardé sur des serveurs africains ou est-ce qu'on est sur une solution hébergée aux États-Unis? Est-ce que, voilà, en termes de sécurité, surtout qui va dans le cadre de la souveraineté aussi, est-ce que c'est une problématique que vous abordez dès maintenant ou c'est un truc que non, aujourd'hui, on est plus d'abord en train d'explorer la solution et plus tard, on va attaquer ces questions-là? Bon, écoutez, je pense que Jordan vous répondre. Là, j'ai cité. Logiquement, et Hichem, tu pourras rebondir dessus. Je sais que quand je posais des questions pour l'entretien, la solution est logée en Côte d'Ivoire. Pour l'instant, c'est un serveur ici qui respecte la mise en conformité et tout ce qui est RGPD, la sécurité. Maintenant, pour scaler dans d'autres pays, Oui. Hichem, je te laisserai Non, répondre. mais là, tu as répondu déjà. En fait, dans l'ADN de la gouvernance de nos projets, et pour être cohérent avec ce que la thématique qui est l'une des thématiques, l'un des piliers de ce qu'on va faire durant les mois qui vont arriver, c'est la souveraineté et le leadership, de manière réaliste et pragmatique. Oui, les données, nous, ce qu'on va préconiser dans les pays où on va travailler, mais on va pas l'imposer, hein, c'est bien sûr avec les partenaires de chaque pays, c'est d'avoir les données hébergées en local. Ça, c'est crucial. Et de travailler sur une chaîne de valeur de la souveraineté. Parce qu'il y a une chaîne de valeur de la souveraineté et de former les personnes à ces sujets-là. Parce qu'on peut avoir des applications, c'est super. On peut avoir des éléments qui sont hébergés, c'est génial. Mais si pour vérifier si tel partenaire n'est pas un robot, on lui envoie un captcha, la souveraineté, elle est partie. Les données sont parties déjà aux États-Unis. Donc, il faut être cohérent, vigilant, beaucoup très humble, parce que parfois, on ne fait pas exprès, hein. On est juste, on a un partenaire qui n'est simplement pas informé et qui va rajouter une partie qui va, entre guillemets, parasiter le côté souveraineté. Donc, non, non, c'est un sujet qui est très important pour nous. Elle disait aussi tout à l'heure, Salima. Donc, il y a l'enjeu de la souveraineté et de l'hébergement des données sur des infra africaines, et il y a l'enjeu de travailler sur des données africaines.
Ça, c'est aussi un sujet extrêmement important pour nous. Parce qu'effectivement, beaucoup d'études randomisées qui, on les utilise en Afrique, mais c'est via des données qui viennent d'ailleurs, qui sont tous sauf africaines. Donc, nous, les gens qui travaillent sur des données africaines sont pas africains actuellement, en 2026. Donc, à nous de valoriser et de travailler sur nos données, bien sûr dans un cadre éthique, qui a avec l'équilibre de la performance et de l'éthique. Donc, on n'a pas besoin des éléments d'identification des personnes. On a simplement besoin des workflows, des utilisations, des retours d'expérience qu'il peut y avoir de certaines données qui peuvent répondre à une cartographie, à des données qui peuvent avoir un impact de santé publique et autres. Donc ça, c'est un sujet qui est crucial pour nous. Et c'est pour ça que même parmi nos recommandations, lorsqu'on parle avec des autorités ou des partis comme l'UNICEF ou le PNUD, de fonctionner en consortium, c'est justement de porter cette partie-là et de dire que lorsqu'on travaille sur des projets liés aux données, dans la santé, même sur d'autres sujets en Afrique, on ne peut pas se dire oui, mais on oublie, on peut pas, on doit actuellement, c'est pas grave, on va travailler avec AWS, etc., etc. C'est pas le fait de travailler avec AWS qui pose problème. C'est le fait de se dire qu'on n'a rien, qu'on n'a pas de solution africaine. On les a. Maintenant, c'est à nous de construire cette base-là. Il peut y avoir du partenariat avec d'autres acteurs internationaux, il n'y a pas de problème. Mais sur les sujets de données souveraines, souveraineté, c'est lié à l'infrastructure africaine qui doit être aux meilleures normes possibles en termes de standards d'excellence et de sécurisation et de maturité pour pouvoir scaler. Mais oui, c'est un sujet qu'on prend en compte dès le départ. Ok, merci beaucoup. Et- Merci. Merci beaucoup, Jordan. Merci. J'espère que ça a été suffisamment clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, là, on n'est plus dans des clarifications, on est dans des recommandations aussi. Oui, Jordan, Je pourrais juste rebondir un peu sur la question allez-y. précédente. Déjà, c'est super, Hichem, de dire que voilà, aujourd'hui, vous êtes sur des solutions qui sont locales, sur des infrastructures locaux. Du coup, moi, en termes de réalisation aujourd'hui, est-ce que dans votre démarche, c'était comment les coûts de dire, voilà, on va passer sur des solutions qui sont locaux par rapport à être tenté de prendre des solutions internationales, justement, mais pour des coûts un peu plus bas. Et parce que justement, dans l'une des questions dans vos plans, je vous parlais de comment financer ces solutions-là. Bon, c'est à peu près, on connaît effectivement le fait de dire pas de souveraineté, mais derrière, il y a un coût. C'est comment est-ce que vous avez, comment vous gérez ça aujourd'hui? Et c'est aussi quoi la vision, quoi, pour permettre de conserver cela, pour ne pas dire, bah, demain, on se retrouve étouffé par tous les coûts, et finalement, voilà, on passe sur les solutions internationales. C'est justement fonctionner en consortium. C'est travailler sur un modèle économique. Parce que la santé, les projets à impact, il faut qu'il y ait un modèle économique. Il y a un autre sujet qui est pour nous très important, c'est que lorsqu'on parle de modèle économique, on en a discuté avec des bailleurs, des partenaires. Euh, on a des projets, il y a des projets des projets qui ont eu lieu dans certains pays africains il y a un projet notamment de télémédecine, je vais pas trop citer le pays parce que c'est un contre-exemple pour le pays, mais pendant 3 ans, il a fonctionné sur un projet de télémédecine qui a prouvé son impact, parce qu'il y avait un financement. Le financement s'est arrêté, le projet s'est arrêté. Donc, alors que le besoin était pourvu, que c'était très efficace pour les populations et tout ça. Donc, s'il n'y a pas un modèle économique réel, indépendant des subventions, des financements, etc., sur un certain nombre de sujets, c'est que le modèle sera bancal. Donc ça, c'est une chose où on doit se responsabiliser sur le sujet, d'avoir en tête un modèle de pérennisation des projets à impact, parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas le luxe d'attendre, de pas être performant. Lorsqu'on obtient des financements ou des appels à projets pour passer à l'échelle, il faut qu'on passe à l'échelle avec une grosse responsabilité. Parce que si on touche 1000 au lieu de toucher 1 million, facteur 1000, c'est beaucoup quand même. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur certains projets. Donc il y a eu des financements alors que le projet devait toucher 1 million de personnes et à la finale, ça a à peine touché 1000 ou 1500 personnes réellement. Donc ça, c'est juste des choses qui sont plus possibles, en tout cas moins possible, beaucoup moins possible maintenant. Donc c'est un sujet qui est très très important. Le modèle économique, il y a des infrastructures. On va être très pragmatique. Sur la souveraineté, il y a des manières de faire, il y a des astuces. C'est pas toujours ce qu'on entend.
en termes de configuration. Il y a des manières de faire en termes sur la data, sur voilà, la souveraineté, ça peut être l'infra, ça peut être aussi sur du soft, ça peut être aussi sur du cloud, etc. Mais il y a une articulation à mettre en place par rapport à la réalité du contexte par pays, hein. Surtout les pays là-dessus ne sont pas au même niveau de réflexion ou d'écosystème. Donc c'est à nous d'être les plus. Nous on propose des recommandations à nos partenaires et les partenaires, c'est eux qui vont avoir la main sur la décision à ce niveau-là. Mais on va donner des préconisations. Mais dans tous les cas, la tendance dans beaucoup de pays africains, c'est vraiment de travailler sur la souveraineté des données. Beaucoup, 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 beaucoup. Et maintenant, bah, faut construire cet écosystème. Il est en cours, hein. Il y a des belles choses qui se passent. Le modèle économique, il faut effectivement l'avoir en tête. Il faut avoir un modèle, faut dès le départ avoir un modèle économique en tête. Il faut avoir un focus sur le modèle économique, le construire au fur et à mesure. Même si on obtient des financements, il faut avoir un modèle économique indépendant des financements pour créer cette valeur qui permette de pérenniser le projet et l'impact qu'il peut avoir. Merci beaucoup, Hichem, et merci infiniment pour ton intervention. Merci. Il nous reste 6 minutes pour finir notre session. On commence à l'heure, on finit à l'heure avec Echo. Donc, c'est surtout ça l'avantage. La semaine prochaine, on aura une autre session. On a un intervenant pour la semaine prochaine, mais toutes les personnes, Jordan, tu es le bienvenu. Je vais te tutoyer, ici, c'est une famille. S'il y a une Merci. intervention pour la semaine prochaine, merci de rentrer une box. Et puis, on se fera fort de vous dire comment est-ce que ça se passe, les présentations, aux sessions éco et toute autre chose. Donc, toutes les personnes qui veulent intervenir ici éco, c'est bien. Hichem vous l'a dit tout à l'heure, sa solution, elle est communautaire. Également, il parle de consortium. Donc, du coup, toutes les personnes qui souhaiteraient tester et utiliser la solution, elles sont les bienvenues. Je pense qu'il va partager les informations pour que ça puisse se faire tester. Tout le monde, les résultats de la prochaine session, quand les restitutions se feront, il va vous les présenter également. Et j'ai une bonne nouvelle pour le Bootcamp 2026, parce qu'effectivement, on va parler de capital humain, on va parler d'enfants. Donc, je crois que, on est en train de pouvoir aller vers cette dynamique-là. Alors, je vais dire merci. Et si des personnes veulent intervenir la semaine prochaine, aujourd'hui, on a parlé de la e-santé en milieu communautaire. La semaine prochaine également, on parlera de e-santé en milieu communautaire. À la fin de nos sessions, comme on a dit, après 2 sessions, 3, on a des attestations dont je vous invite à vous inscrire à le AYOCO parce que c'est comme ça simplement que je pourrais vous envoyer automatiquement les attestations pour avoir participé aux sessions. Nos attestations sont co-signées avec l'Institut national de santé publique, l'INSP. Et pour ceux qui sont là, je pense qu'ils en ont eu déjà une vingtaine d'attestations. Ça ne manquera pas de recevoir à chaque fois qu'on débat d'une thématique. On aura une masterclass bientôt avec Alexandra qui nous a contacté pour dire qu'elle nous prépare quelque chose pour le volet usager. Elle nous l'a dit. Et je pense que Salima également va venir pour la question du leadership certaine. Donc, pour toutes les personnes qui ont des sessions, on est vraiment ouvert et on se tient disponible. Donc, je vais vous dire au revoir. Merci d'avoir participé. Il y aura un replay. On va le mettre sur notre page YouTube et puis on va partager dans le groupe pour tous ceux qui ont besoin de pouvoir participer. Monsieur Jordan, si le besoin se fait sentir, je vous enverrai le lien pour intégrer le groupe WhatsApp Eco e-santé Afrique francophone. Bye bye et puis à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Et puis, docteur Ekra, demain pour la formation. Demain, on se retrouve. Je suis au programme demain D'accord, pour les cours de demain. super. J'espère que tu es prêt J'ai hâte pour de les la cours de formation de demain. demain. Merci, voilà. Oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Au revoir.